19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 23 mars 2021. 137 personnes tuées dans une attaque dimanche dernier dans le département de Tilia, région d'Ottawa. Ils sont tous des civils. Une attaque perpétrée par des bandits armés et que déplorent les citoyens nigériens. Suivons-les dans ce reportage signé Balkissa Tahirou. 137 personnes tuées, tous des civils et de nombreux blessés. C'est le bilan macabre d'une attaque perpétrée par des bandits armés dans le département de Tulia, région d'Ottawa, le 21 mars dernier. La triste nouvelle a été annoncée dans un communiqué du gouvernement. Des actes ignobles qui condamnent les citoyens nigériens. Je crois bien que c'est un acte ignoble qui sont par-ci par-là, un peu partout dans le pays, et que nous puissions mettre nos guéguerres politiques de côté afin de pouvoir sauver la population nigérienne. Les morts d'hommes enregistrés dans la région d'Ottawa et dans la région de Tillabéri, vraiment, ça interpelle tous les citoyens du pays. Parce que si aujourd'hui, Ottawa, il y a des morts et Tillabéri, qui nous dira que demain, c'est le reste du Niger? Ou bien qui nous dira que la situation qui vit les deux régions ne sera pas répandue dans toutes les régions? Ottawa et Tillabéri, c'est vrai, c'est des nouvelles très tristes que nous avions appris. Et c'est très choquant. La région de Tillabéri a enregistré autant de victimes comme la région d'Ottawa. Et donc, cela nous donne vraiment l'audacité de nous interroger sur le fait à ce que ces événements se passent. Parce qu'il n'est un secret pour personne que l'insécurité aujourd'hui frappe du jour au lendemain dans ces deux régions-là. L'attente de la population est grande à l'endroit des nouvelles autorités face à ces défis du moment qui est l'insécurité, avec comme nouvelle cible la population civile. À l'endroit des nouvelles autorités, nous avons un appel très vibrant à lancer. Le président lui-même, il sait très bien qu'il a un défi qui l'attend. Le problème de sécurité pour le Niger entier, si je m'aimerais dire, c'est des mesures qui doivent être prises parce que nos forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain, elles ont besoin de matériaux pour pouvoir se défendre. Pour lutter contre l'insécurité, l'appel que je lance véritablement auprès des autorités de redoubler d'efforts et de considérer la question de l'insécurité comme la priorité des priorités, parce que sans sécurité, rien ne peut marcher dans un pays. Notez que cette attaque est la 4e du genre, après celle de Tumur, Choma Bongo, Zarumaïdaï et Bane Bongo. Ainsi, du 15 mars au 21 mars 2021, en 6 jours, on dénombre plus de 203 personnes civiles tuées dans la région de Tillabéri et Tawa. À propos de ces attaques, je vous donne lecture de ces communiqués de presse de Tournons la page. Les actes terroristes sur le territoire national depuis 2015 prennent une ampleur de plus en plus inquiétante en prenant comme cible les civils innocents et sans défense. Ces attaques peuvent intervenir n'importe où et n'importe quand sur le territoire national sans que les auteurs ne soient inquiétés. Ainsi, le 2 janvier, plus de 100 morts ont été tués, plus de 100 personnes ont été tuées à Tchomobongo dans la région de Tillabéri. Le 15 mars 2021, 58 personnes ont été tuées à Banibongo dans la même région. Le 21 mars 2021, ce sont 137 personnes qui ont trouvé la mort dans la commune de Tilia, région de Tawa. De nombreuses autres attaques ont été également perpétrées dans le pays, notamment le 21 février, jour des élections présidentielles. Avec ces nombreuses incursions terroristes sur le territoire nigérien, causant des centaines de morts depuis le début de l'année, on en vient à se poser des questions sur la pertinence et l'efficacité des dispositifs sécuritaires mis en place par le gouvernement nigérien et ses alliés internationaux. L'horreur est
la barbarie semble caractériser le quotidien du peuple nigérien. La situation sécuritaire est de plus en plus précaire au point où les citoyens se sentent abandonnés à leur triste sort, à la merci des groupes armés non identifiés ayant comme vocation de semer la mort et la désolation sur le territoire national. Beaucoup choisissent même de quitter leur terre pour se réfugier dans les villes, créant de grands quartiers de réfugiés sans ressources. La constitution nigérienne sacralise dans son article 11 la personne humaine. Il revient au président de la République de prendre des dispositions pour protéger les citoyens nigériens et toute personne vivant sur le territoire national. Il est grand temps d'arrêter cette descente aux enfers en revoyant de fond en comble le dispositif sécuritaire afin de l'adopter aux stratégies et modes opératoires de ces groupes armés et de mettre fin à ces massacres. Tournons la page nigérienne, présente ses condoléances aux familles éplorées et à tout le peuple nigérien pour la disparition de nos concitoyens. Demande au gouvernement et que des enquêtes soient diligentées sur ces massacres pour diagnostiquer notre dispositif sécuritaire et enrayer une bonne fois pour tous ces fléaux du terrorisme au Niger. Exhorte le gouvernement à doter les forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions régaliennes. Tournons la page. Niger réitère son soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité et croit en leur détermination pour mettre fin à ces attaques. Fait à Niamey le 23 mars 2021, le coordinateur national Mekoul Zodi. Parlons politique dans cette édition. Seni Oumarou, président du MNSD Nassara, élu président de l'Assemblée nationale ce mardi 23 mars 2021. C'est avec 129 voix sur 129 présents qui a été élu de cette troisième législature de la 7e République. Une cérémonie, il faut le noter, boycottée par les députés de l'opposition. C'est dans ce compte rendu de Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Seni Oumarou, c'est le nom du président de la 3e législature de la 7e République. Arrivé en 3e position aux élections présidentielles du 27 décembre dernier, sous la bannière du MNSD Nassara, Seni Oumarou est élu par tous les 129 députés présents à l'hémicycle. Je voudrais remercier plutôt mes collègues députés pour la confiance qu'ils ont placée en moi à travers ce vote. C'est un vote effectivement qui me va droit au cœur, mais je sais aussi que la tâche qu'il vient de me confier n'est pas une tâche de tout repos, n'est pas une petite tâche. Mais encore une fois, je compte sur Dieu, je compte sur leur soutien pour pouvoir accomplir, disons, la mission qui m'a été confiée pour le bien non seulement du peuple nigérien, mais également pour le bien donc, de l'Assemblée nationale. Le président du MNSD Nassara s'est dit déterminé et a œuvré sans relâche pour mener à bien sa mission dans l'intérêt de la nation. Je voudrais, compte tenu de tout ce qui s'est passé lors de ces élections, je pense que le Niger a besoin de se réconcilier avec lui-même. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, mes collègues et moi, nous ferons tout pour que ce peuple soit réconcilié, qu'il faut rassembler. Et je pense que c'est l'une des premières tâches qui doit incomber donc à cette législature, Inch'Allah. Seni Oumarou va prêter serment à la Cour constitutionnelle avant de présider cette institution de l'État qui compte 7 groupes parlementaires. À noter que les députés de l'opposition n'ont pas participé au vote du président de l'Assemblée nationale. Ah oui, en marge de cette cérémonie, les députés de l'opposition, quant à eux, ont rendu publique une déclaration. Elle est relative à la situation sociopolitique qui prévaut au pays. Retrouvons Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Refusant de participer au vote du président de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition se sont retranchés à l'hémicycle annexe de l'Assemblée nationale pour déplorer la situation sociopolitique qui prévaut au Niger. Notre pays
vit des moments très graves avec les multiples agressions criminelles dont sont victimes les populations du Niger. Les atrocités qu'elles vivent indiquent une détérioration alarmante de la sécurité qui font des civils les principales victimes des attaques terroristes, comme les militaires nigériens qui en payent un lourd tribut. La récurrence et la barbarie de ces exécutions ont fait plus de 200 victimes innocentes en une semaine au cours de ce mois de mars. Au même moment, nous assistons, impuissants, à une amplification du trafic de drogue dans notre pays. Pour situer les différentes responsabilités, nous, députés de la coalition de l'opposition, allons demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur ce terrorisme et sur le trafic de drogue. S'agissant de la situation politique, nous, députés de la coalition CAP 2021, ACC, FRC et alliés, dénonçons et condamnons la malveillance commanditée à laquelle la Cour constitutionnelle s'est soumise dans le but ultime de confisquer le suffrage du peuple souverain et dépouiller le président Mahamadou Ousmane de sa victoire. Nous, députés de la coalition, soutenant son Excellence Mahamadou Ousmane, président élu, faisant corps avec le peuple nigérien, ne transigeront jamais sur la concrétisation de sa victoire et sur la libération immédiate et sans condition des détenus politiques. Les députés soutiennent également Mahamadou Ousmane dans son appel à la manifestation pacifique, et cela sur l'ensemble du territoire national. Mahamadou Ousmane, parce que c'est de lui il s'agit, candidat du RDR Tchangi allé au second tour des présidentielles, a animé hier un point de presse à son domicile. Il était question des résultats globaux définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle qui nie encore le candidat Mahamadou Ousmane. Suivez-les dans cet extrait. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, la Cour constitutionnelle a proclamé nuitamment le dimanche 21 mars 2021 les résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021. En procédant ainsi, la Cour constitutionnelle s'est placée de fait au-dessus de la volonté populaire, violente ainsi les dispositions des lois et règlements, plus particulièrement de la Constitution, de laquelle elle tire sa légitimité et ses prérogatives. En effet, comment comprendre que la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs d'une élection alors même que l'instruction de la requête soumise à elle n'est pas terminée. En effet, nous n'avons pas reçu notification pour le dépôt de nos observations sur la réplique des conclusions déposées par les conseils du candidat Bazoum Mohamed en violation flagrante des dispositions des articles 105 à 111 du Code électoral régissant cette procédure. En conséquence, nos réclamations n'ont pas été traitées en vertu de notre demande préalable d'avant dire droit. Il est de jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle elle-même que les réclamations sont d'abord vidées et sanctionnées par un arrêt précédent, toujours celui de la proclamation des résultats définitifs. En vertu du choix librement exprimé sur ma modeste personne par ce même peuple comme président élu, nous ne pouvons pas accepter que notre victoire soit confisquée par une oligarchie dans le but de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. La précipitation de la proclamation des résultats définitifs le 21 mars 2021 avant la date butoir du 26 mars 2021. Nous demandons conséquemment 1. Aux parlementaires de la coalition CAP 2021
ACC, FRC et alliés de s'abstenir de participer à la cérémonie d'installation du Parlement de ce lundi 22 mars 2021. 2. Au peuple nigérien souverain, sans délai, de se mobiliser comme un seul homme dans la fraternité et la cohésion nationale pour défendre sa souveraineté à travers une marche démocratique, pacifique, sur l'ensemble du territoire national et faire échec par tous les moyens de droit à cette tentative d'usurpation du pouvoir, aux corps constitués et aux forces de défense et de sécurité de soutenir la lutte du peuple nigérien et de n'obéir à aucun ordre manifestement illégal et de surcroît donné par une autorité elle-même illégale et illégitime. Le bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population en Afrique de l'Ouest et du Centre, en partenariat avec la première dame, Dr Lala Malika Issifou, a organisé ce matin au Palais des Congrès de Niamey une table ronde. Cette rencontre dont l'objectif est de renforcer le plaidoyer afin de mobiliser les ressources pour éradiquer définitivement la fistule en Afrique de l'Ouest et du Centre a aussi vu la participation de plusieurs invités, nous rapporte Nafissatou Yahya et Chebou Disso. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population en Afrique, UNFPA, plus de 2 millions de femmes continuent à souffrir de la fistule obstétricale en Afrique de l'Ouest et du Centre, et c'est pour éradiquer cette maladie dans cet espace de l'Afrique que l'UNFPA a initié en partenariat avec la première dame du Niger cette table ronde virtuelle autour du thème Partenariat renforcé et élargi, levier essentiel pour l'élimination de la fistule obstétricale. Le Fonds des Nations Unies pour la population se félicite de cette initiative qui a pour but de renforcer notre mobilisation autour de la fistule obstétricale, dont la persistance dans nos sociétés constitue une entrave certaine à toutes les formes d'autonomisation de la femme africaine et plus spécifiquement ici au Sahel. Sur notre continent, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une feuille de route pour réaliser les objectifs de développement durable et les aspirations de l'Afrique que nous voulons. Cette Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Donc l'accès universel à la santé de la reproduction est un droit fondamental pour chaque individu. Mais tout ceci n'est qu'illusion si l'accès à la santé de la reproduction est toujours limité, surtout pour nos femmes. Et si toutes les causes sous-jacentes de la fistule obstétricale ne sont pas abordées et résolues. Car il est en effet possible que nous pouvons prévenir et que nous pouvons traiter la fistule obstétricale. Occasion pour le ministre de la Santé de rappeler les facteurs favorisant les risques de fistule au Niger et les actions menées dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Dans le contexte du Niger, plusieurs facteurs à risque favorisent la survenue de la fistule génitale féminine, dont, entre autres, le mariage des adolescents et les grossesses des enfants, les accouchements à domicile, non assistés par un personnel qualifié, la faiblesse de la couverture sanitaire, la faiblesse de la couverture des soins obstétricaux aux néonataux d'urgence, la pauvreté, les pratiques traditionnelles et croyances néfastes à la santé de la reproduction, telles que les mutilations génitales féminines, excision par exemple. Pour combattre ces fléaux sociaux, le Niger, à l'instar des autres pays de la sous-région africaine, a souscrit aux différents engagements internationaux et régionaux en matière d'éradication du type obstétrical et particulièrement depuis 2003 à la campagne mondiale d'éradication de la fistule obstétricale lancée par l'UNFPA. Pour la première dame du Niger, Dr Lala Malika Issifou, championne de lutte contre la fistule en Afrique, aucune femme ne devrait endurer la fistule. En effet, lutter contre la fistule obstétricale, c'est lutter pour la dignité des filles, pour leur bien-être, pour leurs droits humains fondamentaux. Je lance donc un appel à la mobilisation des ressources nécessaires
en vue de mettre fin à cet attentat contre la santé et les droits humains des femmes et des filles, qui les dépouille de leur dignité et leur faire perdre tout espoir. Cette cérémonie qui a vu la participation des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, des chefs traditionnels et religieux et de tous les acteurs œuvrant dans la lutte contre la fistule a été sanctionnée par la reconnaissance honorifique décernée à la première dame du Niger pour ce combat en faveur des femmes fistuleuses, prix qu'elle leur a d'ailleurs dédié. Cérémonie de la fête de réussite de la République islamique du Pakistan et de l'IAT à l'hôtel Radisson Blu, une fête de la République qui annonce également plusieurs autres activités en perspective, nous rapportent Abdrazak Léo et Alidou Breman. La présente cérémonie consacre la fête de la réussite de la République islamique du Pakistan et de l'IAT. Une cérémonie pleine de symboles et avec un programme alléchant qui, tout de suite après la Fatiha, s'est installé avant qu'il ne prenne la parole le fondateur de l'Institut africain de technologie. Ces prouesses de l'IAT ont été possibles grâce à des collaborateurs qui ont compris et qui ont soutenu sans défense la vision de l'IAT dans toutes les épreuves. Notre ambition est de créer une université privée de technologie afin de préparer nos jeunes futurs cadres dans les domaines technologiques, énergie solaire, pétrole, génie civil, maintenance matérielle biomédicale, robotique, réseau de télécommunications, design textile. Nous souhaiterons votre intercession auprès des universités, grandes écoles et instituts professionnels techniques supérieurs, voire les entreprises du Pakistan et l'IAT afin d'asseoir des bases solides de partenariat durable et profitable à nos structures respectives dans le domaine des transferts de compétences, co-diplomation, des stages et visites d'entreprise au Pakistan. C'est aussi l'occasion pour l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan de remercier les uns et les autres, faire un bref historique des écoles, instituts et universités du Pakistan et d'annoncer très prochainement la signature de plusieurs partenariats, notamment avec l'IAT. Cette cérémonie est placée sous la collaboration étroite entre l'ambassade de la République islamique du Pakistan et l'Institut africain de technologie de Niamey IAT. Et le thème de cette cérémonie, c'est le succès du Pakistan et le succès de l'IAT. Je sais qu'à IAT, tous les étudiants, vous êtes brillants. Mais dans ce genre de trucs, c'est une compétition. Quelqu'un peut avoir 20, quelqu'un peut avoir 19. Celui qui arrive à avoir 20 à cette compétition, c'est à lui que le prix revient. Celui qui aura 19 aura à attendre la prochaine compétition pour aussi tenter sa chance. Et dans le cadre de la signature des mémorandums d'entente, les jeunes également, des bourses seront attribuées à vous, étudiants. Les bourses seront attribuées aux plus brillants étudiants des différents départements de l'IAT. Ici avec des sketchs, des karaokés et autres prestations, notamment d'humour, défilés de mode traditionnel, danse traditionnelle et moderne, qu'a pris fin la cérémonie. La communauté internationale célèbre chaque 22 la journée mondiale de l'eau. Au Niger, malgré les investissements de l'État, l'accès à l'eau reste difficile, même ici à Niamey, la capitale. Des explications dans ce reportage de Studio Kalangu. Tous les jours, Mme Sayeda Moussa doit chercher de l'eau au niveau de la borne fontaine du quartier Olani dans la ville de Niamey. Une situation qui perdure car le domicile de Sayeda, comme beaucoup d'autres, n'est pas connecté au réseau de distribution d'eau potable de la capitale, ce qui lui cause beaucoup de difficultés. da wani guri na an ka jayo shi an ka sako cikin gida amma ruwa ba su zakwa da kyau ba mu samu ruwa sai mun ta mun ɗauko sa'annan kuma ga famfo kuma na gaske bakin kofar gida kuma ruwa ba su zakwa balle yanzu da zahin ga ya kama famfo shi ana yawan kuɓɓa famfo wanga bai da ruwa kullum kuna ganin ga mutane na majire babu ruwa yanzu yana son yin ɗori babu ba hidin ke famfo
forage ne ta samu gonar zakwari dore to nan ga wani famfo in ya kawo ruwa ina iya kai bido haka wajen 4 a ciko su da famfo kuma sannan da yanzu haka ni hoshi ma na gare ni ko kwana ko sati wata 3 bane wata 2 na gare ni amma rashin matsalar ruwa ina hita waje na ko so da ruwa na kawo. Malgré l'accroissement des besoins de la population, les multiples demandes de raccordement au réseau de distribution n'ont pas abouti. Voilà, fils la borai baga sinahar. Dan borai demande ente shu hakul manka borai wallahi ganda har murad fils billah. Hal dai aram tore ni gwamnato me di borai si. Gwamnato me di borai si fils billah irga bahari. Zam kuro wallahi kureno kan fils billah tubarikallah. Borai go ka raja magara. Pour Ousmane Dambaji, président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'accès à l'eau est un droit fondamental. Certaines personnes n'ont pas accès à l'eau potable pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'est la méconnaissance de ce droit fondamental, parce que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental qui est reconnu par la Constitution du Niger. Donc un Nigérien, s'il manque d'eau potable, évidemment, il a le droit, de poser des questions et de demander des comptes aux autorités, parce que la Constitution de la République l'a dit, l'accès à l'eau potable est un droit fondamental. Ils peuvent ne pas avoir droit à cette ressource tout simplement pour des questions politiques ou pour des questions de mauvaise gouvernance ou pour des questions évidemment de manque de ressources au niveau de l'État. Quand l'État manque de ressources, il ne peut pas faire de planification. Ou quand un État manque d'engagement, de vision, il peut manquer effectivement de planification stratégique qui permettent à des personnes d'avoir accès à l'eau potable. Et il y a aussi la question de priorité. Est-ce que l'eau potable, c'est une priorité du gouvernement du Niger? C'est en ce sens, c'est une priorité. L'État mettra des moyens, mobiliser des partenaires techniques et financiers pour l'alimentation, pour la desserte en eau potable, que ce soit en milieu urbain et en milieu rural. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.